C'est l'heure du second débat de ce Sens Public et c'est un droit de suite que je vous propose ce soir, direction le Liban, un an après l'attaque au beeper menée par Israël contre le Hezbollah et quelques jours plus tard la mort de son chef Hassan Nasrallah. Cette milice chiite pro-iranienne peut-elle être désarmée? Dans quelle situation politique et économique se trouve le pays? Que va-t-il se passer dans un an quand le mandat des casques bleus de l'ONU prendra fin? Avant d'en débattre, première réponse en images avec ce sujet signé Clémentine Louise. De la fumée s'élève au-dessus du village de Jarmak hier soir. L'armée israélienne bombarde un bâtiment appartenant au Hezbollah. Malgré un cessez-le-feu acté il y a 10 mois, Tsahal poursuit son offensive dans le sud du pays. Pour mettre un terme à ces frappes israéliennes, le gouvernement libanais réclame un désarmement du Hezbollah. L'armée libanaise va entamer la mise en œuvre du plan de désarmement du Hezbollah, mais dans la limite des moyens disponibles qui sont restreints sur les plans logistiques, matériels et humains. Face à un Hezbollah diminué, le gouvernement espère enfin reprendre la main sur son territoire. Sur place, ce journaliste observe la trajectoire de l'organisation terroriste. Certains considèrent que le Hezbollah a été affaibli et qu'aujourd'hui c'est une question de temps, de timing, avant qu'il arrive à la table des négociations, parce qu'il n'aura plus le choix, tout simplement, après cette guerre qu'il a largement affaiblie et qui a détruit une grande partie de son arsenal militaire. Mais devant l'offensive de l'État hébreu et son occupation partielle de territoires dans le sud du pays, le nouveau chef du Hezbollah refuse catégoriquement de lâcher les armes. Nous ne quitterons pas le terrain et nous n'abandonnerons pas nos armes. Nous sommes engagés dans une bataille existentielle et nous pourrons la mener à bien si Dieu le veut. Samedi, à Beyrouth, des milliers de personnes rendaient hommage à Hassan Nasrallah, l'ancien leader du Hezbollah tué dans une frappe israélienne il y a un an. Tout le monde dit « rendez vos armes ». Au contraire, à cause du sang de Nasrallah et du sang des martyrs, nous avons de la volonté, de la détermination et de la force. Nous ne rendrons pas nos armes et nous ne nous soumettrons pas à l'ennemi. Le conflit a déjà fait plus de 50 000 déplacés, essentiellement dans le sud du pays, à la frontière avec Israël. Un an après l'attaque au beeper, puis la mort d'Hassan Nasrallah, que reste-t-il du Hezbollah? C'est la question principale de ce débat avec Karim Émile Bittard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient. Maya Kadar, bonsoir et bienvenue. Journaliste à la revue politique et parlementaire et spécialiste vous aussi du Moyen-Orient. Et David Rigoulet-Rose, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Anne-Charlène Bézina, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public, est évidemment à mes côtés. On va longuement détailler la situation du Hezbollah, mais je voudrais commencer par des questions peut-être un peu plus générales sur l'état du Liban, peut-être la situation politique. Tiens, pour commencer, Karim Émile Bittard, quel mot vous employez? C'est chaos? C'est un État qui essaye de se reconstruire? Quel terme vous employez? Oui, c'est un État qui essaie de se reconstruire. Il y a eu une parenthèse d'optimisme qui s'est ouverte en novembre dernier. On a eu l'élection d'un président de la République après 2 années de vacances, une crise constitutionnelle, la nomination d'un Premier ministre réformateur qui a réussi à former un gouvernement qui, comme d'habitude au Liban, rassemble les principaux partis, mais cette fois-ci, les principaux partis sont représentés par des figures plutôt technocratiques qui maîtrisent leur dossier. Donc il y a un vaste chantier qui s'est ouvert, mais tout cela est conditionné par le fait de pouvoir regagner sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Donc ce gouvernement a pris il y a 2 mois une décision historique de charger l'armée de restaurer la souveraineté de l'État, c'est-à-dire de désarmer toutes les factions armées libanaises et non libanaises et palestiniennes. Cette décision a été prise suite à des pressions américaines et saoudiennes, mais aussi parce qu'elle est prévue par les accords de Taïf qui avaient mis fin à la guerre il y a déjà longtemps. À ce jour, le Hezbollah a opposé une fin de non-recevoir, même si ses ministres n'ont pas démissionné du gouvernement. Donc le défi aujourd'hui sera de pouvoir maintenir un calendrier, aller de l'avant dans ce processus de désarmement du Hezbollah, tout en préservant l'unité du pays, en évitant des frictions et en lançant aussi tous les autres chantiers de réforme, car il y a énormément de réformes structurelles qui sont indispensables pour que ce pays puisse à nouveau respirer. Avec aussi une question économique, vous rentrez du Liban, vous y étiez encore hier, Maya Kadra. Dans quelle situation économique se trouve le pays? C'est très vaste comme question, mais est-ce que vous avez pu en ressentir, vous?
J'ai ressenti que c'est la même décrépitude à tous les plans, au niveau de l'infrastructure, au niveau même des ministères. J'ai été chez 3 ministres dans le gouvernement de Nawaf Salam. Il faut juste voir l'état des ministères. En fait, c'est des ministres qui travaillent, qui essayent d'apporter des réformes ou bien à minima de fixer un plan de réforme avec 0 budget. C'est ce que j'ai pu recueillir des 3 ministres que j'ai rencontrés, Justice, Industrie et Intelligence artificielle. Le peuple libanais, il croule toujours sous le poids de cette crise économique qui resserre son étau autour de leur cou. La situation ne s'est pas du tout améliorée. Pas d'aide débloquée pour le Liban si des réformes ne sont pas amenées. Et il reste toujours ce dossier très explosif dont a parlé Karim tout à l'heure, c'est le désarmement du Hezbollah. Le désarmement du Hezbollah, c'est la question qui fâche et c'est la question qui va... Alors, contrairement à ce que Karim a dit, je pense que ça va mener à des frictions, sinon ça sera un désarmement en trompe-l'œil. On va en parler de ce désarmement en détail, mais c'est logique que tout de suite vous l'évoquiez parce que c'est vraiment au cœur de la situation du pays. Si on parle de souveraineté, David Rigoulet-Rose, il y a beaucoup de parties, de zones du Liban aujourd'hui dans lequel finalement l'État libanais qui tente de se reconstruire n'a pas la main, ne peut pas aller, ne contrôle rien, etc. etc. Oui, c'est pas nouveau. L'État libanais a toujours été faible et il était le jeu aussi des intérêts géopolitiques extérieurs. Donc il était otage en fait des intérêts contradictoires et il a été même une caisse de résonance. Il y a eu la guerre civile, etc. Et donc les accords de Taïf, effectivement, qui ont été évoqués par Karim El-Bitar, c'était pour mettre fin à la guerre civile de 1975. Il prévoyait, donc en octobre 1989, il prévoyait le désarmement de toutes les milices. Et il se trouve qu'il y en a une qui a fait exception, c'était précisément le Hezbollah. Et c'est là qu'on retrouve le Hezbollah aujourd'hui, évidemment, parce que vous avez raison de souligner que c'est le point central, le point crucial aujourd'hui pour restaurer la souveraineté libanaise. Tout simplement parce que le Hezbollah avait préempté d'une certaine manière la légitimité de la résistance, entre guillemets, à Israël. Et donc il avait conservé ses armes, mais qui lui donnait aussi un moyen de pression sur l'échiquier politique libanais. Oui. Et c'est là où effectivement les choses devenaient un problème majeur. Et aujourd'hui, c'est précisément de lever cette hypothèque pour que l'échiquier politique retrouve un équilibre et que la souveraineté libanaise, notamment des forces armées libanaises, puisse être effective sur l'ensemble du territoire. Donc c'est le point central. Oui. Et puis, il faut aussi assez vite dans ce débat le rappeler, il y a toujours des frappes israéliennes qui visent notamment le sud du pays. Je vous propose un témoignage proche d'une famille qui a été tuée lors d'une frappe israélienne. C'était le 21 septembre dernier. Les Israéliens affirment avoir tué des cibles qui les menaçaient, mais ce sont 3 enfants et leur père qui sont morts. Ces enfants menaçaient-ils Israël ? Où est l'opinion publique internationale ? Où sont les organisations de défense des droits de l'homme ? Et où sont ceux qui prétendent défendre les enfants ? Ces enfants qui n'avaient même pas 1 an et demi ne sont plus que des restes humains. Maya Khadra, à quel rythme Israël bombarde cette partie du Liban ? Est-ce que c'est régulier ? Est-ce que c'est, je sais pas, toutes les semaines Alors c'est régulier, c'est toutes les semaines, c'est hebdomadaire. Parfois c'est au quotidien. Bon, ça dépend de ce que l'armée israélienne observe. S'il y a des convois du Hezbollah, s'il y a des commandants du Hezbollah qui circulent toujours plus ou moins librement dans cette région. Et les frappes ne sont pas uniquement concentrées au sud de Litanie. C'est au nord de Litanie aussi, dans la plaine de la Beka. Et ça, c'est des bombardements assez réguliers. Et juste, je note, parce que là, j'ai passé une semaine au Liban, les drones, ils sont toujours là. C'est-à-dire que le petit bourdonnement des MK, ce qu'on appelle MK au Liban, il est toujours plus ou moins constant pour rappeler aux Libanais que vous êtes toujours surveillés, que ce n'est pas fini et que ça pourrait peut-être reprendre. Voilà, le bras de fer. Ce sont des drones israéliens ? Des drones israéliens, oui, des drones israéliens, parce que là, vu que le cessez-le-feu est toujours en vigueur et que Israël, d'après ce cessez-le-feu, a le droit, ou bien a été donné le droit de bombarder. Quand il y a un manquement de la part de l'armée libanaise à ses fonctions, donc c'est toujours là. Il y a un état de guerre plutôt tacite qui perdure. C'est très intéressant ce que vous dites. Ça rejoint une question que nous pose Valérie de Villebon-sur-Yvette. Sur quel fondement l'armée israélienne justifie-t-elle ces frappes au Liban ? Et puis jusqu'où cette logique peut-elle être acceptée sans remettre en cause le droit international ? Karim El-Bitar.
Alors, ce qu'on peut répondre à Valérie, c'est qu'il y a eu un accord de cessation des hostilités auquel avait donné son accord le président du Parlement, Nabih Berri, qui est le principal allié du Hezbollah. Cela dit, cet accord a été violé à d'innombrables reprises. Elles sont répertoriées par les Nations Unies. Et le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que les grandes puissances qui sont censées être les garantes de cet accord sont en train progressivement de s'en laver les mains. Hier, nous avons eu une déclaration de Tom Barrack, l'envoyé spécial américain, disant « Nous ne sommes pas les garants de cet accord ». Et après que le gouvernement libanais ait pris cette décision historique de désarmer le Hezbollah, Tom Barrack est allé en Israël pour essayer d'arracher quelques garanties qu'Israël se retirerait de ces 5 collines évoquées qui surplombent l'ensemble des villages du sud Liban, et il n'a eu aucune garantie. Alors ce n'est pas un diplomate de carrière, c'est un ami personnel de Trump qui a tendance à dire tout de suite tout ce qui lui passe par la tête. Donc il a dit ouvertement, avant-hier, le Hezbollah n'a aucun intérêt à remettre ses armes, zero incentive, aucune incitation. Donc cette politique, le maximalisme israélien et l'impuissance américaine, ou du moins le manque de volonté américaine d'utiliser ce levier sur Israël, ça vient donner du grain à moudre à l'argumentaire du Hezbollah qui dit « si nous remettons nos armes, que va-t-il se passer ?» Il n'en reste pas moins que le gouvernement et le président de la République, qui l'a rappelé à New York il y a quelques jours, sont déterminés à respecter ce calendrier qui prévoit avant la fin de l'année que l'essentiel des armes ait été remises. Et c'est déjà le cas. La presse israélienne elle-même reconnaît que 80%, le Hezbollah a perdu 80% de ses capacités militaires. Les armes légères, il sera très difficile de les collecter tous, mais symboliquement, il faut des gestes forts pour montrer que l'État est de retour. Alors justement, ça m'offre la transition pour parler de l'état de faiblesse ou pas du Hezbollah aujourd'hui. C'est Steve Jourdain qui va nous répondre tout de suite. Rebonsoir Steve. On est donc un an après, à quelques jours, 48 heures après l'élimination de Nasrallah. Où en est le Hezbollah? Hors de question de déposer les armes, c'est donc la ligne officielle du mouvement chiite. Malgré les pressions internationales, le Liban s'est engagé à ce que son arsenal soit totalement supprimé au sud du pays d'ici à la fin de l'année, mais le successeur de Nasrallah ne l'entend pas du tout de cette façon. On va l'écouter. Le gouvernement libanais a pris la décision criminelle de désarmer la résistance pendant l'agression israélienne sous la supervision criminelle des États-Unis. Cette décision ne fait pas l'objet d'un consensus national et a été prise sous la dictature américano-israélienne. Et que sait-on des infrastructures encore existantes du Hezbollah? Peu de choses, Thomas. L'armée israélienne, dont les drones survolent le Liban, ne communique pas à ce sujet, mais les médias israéliens en sont sûrs. Le Hezbollah se prépare actuellement à un scénario dans lequel l'État libanais tenterait de saisir par la force les armes détenues par le mouvement. Un plan opérationnel aurait même été mis en place. Avec quelles armes, avec quelle force? Là encore, difficile à dire. Alors ce qu'on sait, c'est que le puissant réseau d'institutions du Hezbollah fonctionne encore. Oui, le mouvement gère au quotidien un grand réseau d'écoles, des hôpitaux, des organisations communautaires. L'émissaire américain Tom Barrack a affirmé cette semaine que le groupe recevait 60 millions de dollars par mois, chiffre en l'état impossible à vérifier. L'une des sources de financement se trouverait notamment dans le commerce de Captagon, cette drogue de synthèse à l'origine d'un vaste trafic dans tout le Moyen-Orient et qui fait l'objet d'une répression de plus en plus sévère du côté des autorités libanaises. Et le Hezbollah lui-même a annoncé récemment un grand plan de reconstruction. 3 milliards de dollars, rien que ça, ce sont les médias proches du mouvement chiite qui l'affirment. Le Hezbollah prépare un plan visant les zones touchées l'année dernière par l'offensive israélienne. Ça se ferait en plusieurs étapes. Thomas, la première phase prévoit une enveloppe d'1 milliard de dollars pour la banlieue sud de Beyrouth, l'un des bastions du Hezbollah. 2 autres phases d'1 milliard de dollars chacune suivront. Voilà pour les promesses du Hezbollah, avec toujours cette question, Thomas, d'où viennent ces 3 milliards de dollars? Question ouverte, question peut-être pour vos invités. Mais oui, merci beaucoup de m'offrir la transition, Steve, et je vais vous la poser, David Rigolero. Effectivement, on a commencé à parler des armes, là on va parler d'argent, 3 milliards de dollars, ils viennent forcément de l'Iran, on n'en sait rien. Oui, alors de toute façon, il y a des effets d'annonce pour montrer que la milice chiite n'abandonne pas ceux qui ont été... qui ont souffert effectivement des conséquences du conflit. En même temps, financièrement, il y a, par rapport à ce que ça a pu être par le passé, c'est sans commune mesure. Il y a un effondrement des flux financiers.
à la fois logistique et quantitatif. Je dis logistique parce que beaucoup des flux financiers passaient avant par la Syrie, ce qui n'est plus possible. Oui. Donc aujourd'hui, c'est plutôt par la mer, souvent. Et puis de manière segmentée, c'est pas une somme globale comme ça qui est. Alors il y a une partie qui est alimentée par le trafic du Cap Tagon, effectivement, puisque le Hezbollah était partie prenante, notamment avec la Syrie, du côté syrien, du Cap Tagon. Mais et puis il y a effectivement des financements iraniens. Mais là encore, la situation iranienne économiquement est tellement dégradée que Téhéran n'a plus les moyens de financer comme il le faisait chaque milicien avec la famille, parce que ça coûte trop cher. Donc ça a été dit. Alors même si effectivement il y a des affichages de Larijani qui est venu en disant qu'il allait participer à la reconstruction, etc. Il y a quand même de la part des Libanais une certaine suspicion sur la possibilité et l'effectivité de ces promesses au regard de l'évolution de la situation. Justement, Maya Khadra, c'est la question que j'allais vous poser. Comment ces effets d'annonce-là sont reçus par peut-être même la communauté chiite du Liban, parce qu'elle n'est pas forcément à 100% derrière le Hezbollah, loin de là. Évidemment, loin de là, comme vous l'avez si bien rappelé. Mais aujourd'hui, la stratégie de communication du Hezbollah se base sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est contenir la colère de la communauté chiite en annonçant donc un plan de 3 milliards pour la reconstruction du sud et de la banlieue sud de Beyrouth. Et il joue aussi d'un point de vue communicationnel sur la provocation des autres communautés. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière quand ils ont projeté le portrait de Hassan Nasrallah et Hachem Safieddine sur un monument national qui est la grotte aux pigeons, qui est censé rester neutre. Ils ont défié la décision de Nawaf Salam, le Premier ministre, et ils ont organisé tout un rassemblement. Interdit de manifester, il avait interdit de manifester. On va voir les images de de cette manifestation. Sur un monument national, le portrait de Hachem Safieddine et Hassan Nasrallah. Donc il est comme un funambule aujourd'hui, le Hezbollah, à essayer de garder un certain équilibre en provoquant et en essayant de contenir la colère de sa communauté. Et c'est cette stratégie-là, sur cette stratégie-là qu'il mise, mais ce n'est pas une stratégie qui peut s'inscrire dans la durée. Premièrement, provoquer les autres communautés peut se retourner contre le Hezbollah. Le Hezbollah, démocratiquement, aujourd'hui, il est encerclé et non plus le tiers de blocage ou bien d'obstruction qu'ils avaient avant dans les gouvernements. Ils ne peuvent plus bloquer les gouvernements. Et deuxièmement, pour contenir la colère de la communauté chiite, il faut offrir du concret. Le concret, avec ces 3 milliards, va tarder à arriver parce que tout simplement, le Hezbollah n'a plus les mêmes moyens qu'avant. Question de Jacques qui nous écrit de Plailly. Peut-on imaginer un scénario où le Hezbollah accepterait un désarmement progressif et quels en seraient les leviers politiques ou sécuritaires nécessaires? En fait, Karim Emile Bitar, c'est peut-être du côté de l'Iran qu'il faut aller chercher la réponse à cette question, j'imagine. Voilà, ça, ce serait un scénario idéal, mais je ne le pense pas qu'il soit plausible, sauf s'il y a un modus vivendi entre les États-Unis et l'Iran, mais on n'en voit pas du tout les prémices. Au contraire, on voit des tensions entre l'Europe et l'Iran avec le retour du snapback des sanctions. On voit une montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Le risque est plus grand de voir de nouvelles frappes contre l'Iran que de voir l'Iran lâcher du lest et inciter le Hezbollah à jouer le jeu, à revenir dans le giron de l'État libanais. Donc, à court terme, le Hezbollah va essayer de se maintenir en vie, de s'adresser au moral des troupes. Moi, je n'ai aucun élément sur les 3 milliards. Je suis assez sceptique. Je pense que c'est en effet des effets d'annonce parce qu'ils n'ont pas encore commencé à dépenser ces sommes. Leur objectif est que leur base ne soit pas trop démoralisée car ils ont subi une série de coups durs. Décapités, 2 secrétaires généraux, une grande partie de leurs cadres. Il y avait déjà, avant la guerre, 70%, 30% de la communauté chiite qui échappait à cette emprise. Aujourd'hui, on essaie de jouer sur l'esprit de corps, de se présenter comme une communauté humiliée, marginalisée, pour éviter de perdre encore plus. Et c'est là qu'il faudra que le président de la République et le Premier ministre fassent preuve d'une grande habileté pour essayer d'aller de l'avant dans ce processus de désarmement sans donner le sentiment que nous sommes en train de marginaliser une communauté tout entière, ce qui donnerait du grain à moudre à leur propagande. Mais ce plan de désarmement là, dont on a déjà parlé plusieurs fois, David Rigoulet-Rose, c'est un peu un marché de dupes. Comment vous le qualifiez? Parce que pour l'instant, on a vu, je crois qu'il y a eu un peu entre guillemets spectacle, mais quelques livraisons d'armes qui ont été orchestrées. Mais qu'est-ce qu'on en sait de ce plan? Non, il y a effectivement normalement un calendrier il y a une grande prudence de l'exécutif libanais, à juste titre.
Et il y a une intelligence d'ailleurs du président qui ne veut pas justement braquer la communauté chiite pour éviter qu'il y ait un conflit ouvert. Les modalités des armements sont normalement à la charge du chef d'état-major de l'armée, mais les modalités sont secrètes, pour éviter justement, elles sont restées secrètes pour éviter... Alors, il y a une programmation, en principe, il est censé être achevé fin 2025. Il est peu probable que ça soit le cas. En revanche, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès notamment dans le sud, en dessous du Litani, où effectivement l'armée libanaise notamment a repris un certain nombre de positions, a démantelé effectivement certaines structures, mais c'est très long, c'est très compliqué, et effectivement il y a des arbitrages à la fois de calendrier et dans les modalités pratiques, parce que ça ne peut pas être une logique, quand on voit les discours notamment de Naïm Qassem, le chef du Hezbollah, nous ne désarmerons pas. Évidemment, on sent bien que la tension est susceptible de dégénérer, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, évidemment, intuitivement, on a envie de faire ce parallèle Hezbollah, Hamas, est-ce qu'il n'y a pas finalement une légitimité qui est acquise par le fait, par l'idée que c'est un mouvement qui est en quelque sorte contre l'envahisseur? Est-ce que ça a un poids dans l'opinion, cette idée qu'on ne vient pas de la communauté internationale? Est-ce qu'il n'y a pas un poids national finalement dans cette émotion? Qu'est-ce qui veut répondre? C'est peut-être Maya et ensuite Karim Emilamou. Il faut savoir que le Hezbollah a pris en otage la communauté chiite et au-delà de la communauté chiite, il a pris en otage l'État libanais et l'ensemble du peuple libanais. On ne peut pas conférer de légitimité à une telle organisation terroriste, non seulement parce qu'ils sont responsables de beaucoup d'attentats au Liban, d'opposants, de journalistes, et l'ancien Premier ministre libanais, l'opinion est au fait avec Hariri, il n'y a aucune légitimité à leur action. Il y avait en effet une certaine forme de résistance contre Israël dans les années 80, dans les années 70 aussi, qui s'est éteinte parce que voilà, ça a ses limites, cette résistance, et quand on voit qu'il y a une supériorité militaire côté israélien, continuer dans la résistance plutôt que de penser à un accord de paix ou de trêve avec Israël est complètement suicidaire. Le Hezbollah a choisi d'être suicidaire. Est-ce qu'il y a aussi une partie, alors pas seulement parmi les chiites, mais une large partie des Libanais, ça rejoint un peu ce que disait Anne-Charlène, qui était, je ne sais pas quel terme employer, mais soulagés de voir l'action de l'armée israélienne il y a un an, et qui peut-être ont été déçus qu'elle n'aille pas plus loin dans l'éradication ou l'affaiblissement du Hezbollah? C'est difficile à quantifier. Il y a une certaine Schadenfreude chez les Libanais qui ont été victimes, qui ont des amis qui ont été victimes, mais ils savent que le Hezbollah est aussi une réalité sociologique avec laquelle qu'on peut difficilement éluder. Pour comprendre le Hezbollah, il faut se rappeler qu'il y a une double filiation. Il y a 1979, la révolution iranienne qui souhaite exporter son modèle dans les pays arabes, mais il y a aussi 1982, l'invasion israélienne du Liban. Donc entre 82 et 2000, le Hezbollah pouvait se présenter en mouvement de résistance contre une armée d'occupation. À partir du moment où Israël s'est retiré en 2000, le Hezbollah a saisi d'obscurs prétextes, quelques fermes encore occupées, pour maintenir son arsenal militaire, et surtout, il a commis un certain nombre d'erreurs stratégiques majeures qui lui ont aliéné les autres communautés. La série d'assassinats politiques en 2005, le fait qu'il se soit engagé dans la guerre en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad sur injonction du guide suprême iranien, et le fait de décider unilatéralement dès le 8 octobre d'ouvrir un front de soutien au Hamas. Ce qui fait que les derniers alliés non chiites du Hezbollah dans la communauté chrétienne et dans la communauté sunnite ont fini par les lâcher progressivement. Ça ne veut pas dire que ce parti ne conserve pas une base sociale. Elle est encore plus soudée aujourd'hui parce qu'il joue sur ce sentiment d'être seul face à tous, il joue sur cette martyrologie. Donc il faudra, pour parvenir à les réintégrer dans le giron de l'État, passer également par une reconstruction économique, sociale, par un nouveau contrat social. Le Premier ministre et le Président ne sont pas naïfs, ils savent qu'on ne peut pas envoyer l'armée systématiquement les confronter s'ils ne sont pas prêts à jouer le jeu. Mais pour autant, il faut se montrer ferme et ne plus repousser au calendes grec ce qui devient urgent. Ce plan de désarmement dont on parle, Maya Kadra, les ministres que vous avez rencontrés, ils vous en ont... Ils n'en étaient pas au courant.
Parce que, il ne l'avait pas lu. Non, pas du tout. La copie, elle est secrète. C'est le président de la République qui la détient. Le chef d'état-major. Le chef d'état-major, évidemment. Les ministres, ils ne sont pas au courant. Et le chef d'état-major a déjà dit qu'il ne souhaitait pas aller à une confrontation avec le Hezbollah. Il y a eu cette semaine des petites tensions entre le président et le Premier ministre. Le président était à New York. C'est le Premier ministre qui a un peu fait preuve de fermeté face à cette défiance du Hezbollah. Et dès son retour au Liban, le président a décoré le commandant en chef de l'armée parce que l'armée était sous le feu de critiques pour ne pas avoir empêché cette démonstration de force du Hezbollah dans un quartier qui est un peu le fief de certaines personnalités sunnites qui avaient été assassinées. Donc, il faudra aussi que le président et le Premier ministre continuent de travailler en bonne intelligence et qu'ils trouvent le bon dosage de fermeté et de diplomatie pour pouvoir gagner cette bataille. Alors, dans cette équation ô combien compliquée, il y a le rôle des Nations Unies et des casques bleus des Nations Unies. Anne-Charlène, je me tourne vers vous. Vous vouliez nous parler de ce rôle très original de l'ONU. Et oui, je viens rajouter un étage à la fusée des acteurs, parce que c'est un cas assez original de présence physique, j'emploie le terme, et militaire de l'ONU, avec en réalité pour les casques bleus seulement 11 théâtres dans le monde, ce qui signifie qu'on est ici sur une opération d'importance et avec un nom adapté, c'est la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui existe depuis mars 78 sur le territoire, afin, je cite, de sécuriser et donc d'assurer le maintien de la paix à la suite d'une des invasions du Liban par Israël. On perçoit ici toute la philosophie de ce processus international, c'est-à-dire qu'on a des forces alliées qui décident de la fin d'un conflit, mais qui pour autant ne s'engagent certainement pas militairement et qui créent donc, on va dire, des processus de papier avec un maintien de la paix qui n'a aucun moyen offensif ni véritablement défensif et qui parle un langage totalement incompréhensible de la part de deux parties belliqueuses. C'est vraiment ça l'équation. Oui, mais quand même, depuis les années 70, la situation a évolué. Et avec une résolution très célèbre dans le conflit, qui est la résolution 1701, adoptée en 2006, et qui, justement, à la suite d'une nouvelle invasion, devait franchir un cran supplémentaire. Cette FINUL avait acquis la compétence de préserver autour de la ligne bleue, un joli nom poétique pour qualifier une frontière qui n'en est pas une, puisqu'en droit international, c'est à l'État de les décider. Mais voilà, elle venait garantir l'intégrité d'un accord, en quelque sorte, de cessez-le-feu. Le rôle de l'ONU est censé être renforcé, mais là, je trouve qu'on peut faire un parallèle avec cette déclaration sur la reconnaissance de la Palestine qui a été faite par la France lundi avec un accord de San Francisco qui nous dit, en fait, on veut un vœu de fin de guerre, on va déployer une force neutre, on propose petit à petit un retrait ici de la force israélienne, on aide à la restauration, tout ça sous le contrôle du Conseil de sécurité, mais il y a un mais. C'est la puissance de cette FINUL. C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte ici qu'il y a beaucoup de critiques sur le fait que c'est un notaire de la situation. Elle vient notifier justement le nombre de violations des accords et elle ne peut rien faire. D'autant qu'en plus, on voit là, notamment pour un petit parallèle russo-ukrainien, la faiblesse qu'on peut avoir à poser une force internationale dans la garantie de 380 km de frontières. Donc, en gros, en conclusion, félicitons-nous du fait que ce genre de force existe, puisque c'est la force d'un discours de droit international qui ne doit pas faiblir, mais évidemment la faiblesse fait partie de la force de ce discours-là. C'est un petit guide à mon avis à l'intention des règlements des conflits futurs. On ne pourra pas faire sans l'ONU pour essayer de garder ce pacte de confiance dans l'ordre international, mais peut-être que les solutions d'hier ne sont pas adaptées au monde de demain. Merci beaucoup Anne-Charlène. David Rigolet-Rose, qu'est-ce qui est prévu ? Un retrait éventuel des forces de l'ONU à la fin 2026, oui, c'est ce que j'ai lu en préparant la question, c'est effectivement la prolongation ou pas du mandat de la FINUL. Oui. D'ailleurs, on a vu sur la photo, il y a un soldat français, puisqu'il y a beaucoup de Français comme dans les effectifs de la FINUL. Donc, qui a été instauré en 1978, et effectivement, qui irait potentiellement jusqu'en 2026. Mais les Américains voudraient le retrait de la FINUL. Alors, c'est articulé sur l'idée que si la souveraineté libanaise venait à être effective, il y aurait plus de raison que la FINUL soit présente, puisqu'à ce moment-là, ce serait le rôle de l'incarnation militaire, c'est ça, de la souveraineté, serait dévolu aux forces armées libanaises, ce qui est cohérent. Après, la question, ça suppose le préalable du désarmement, évidemment, du Hezbollah. On y revient au désarmement. Et on revient au désarmement du Hezbollah. Voilà. Donc, c'est un débat de fond, effectivement, sur le maintien ou pas on va dire,
d'une structure qui a été jugée, alors à tort ou à raison, inutile, ce qui n'est pas le cas, faible, ce qui était le cas. Donc la FINUL a quand même été utile d'une certaine manière lorsqu'il y avait effectivement on va dire des diagnostics de violation à établir, donc c'était pas inutile, mais effectivement elle n'avait pas les moyens de faire prévaloir le droit international que vous évoquez, parce qu'elle n'était pas en situation de le faire. Les casques bleus ne sont pas une armée internationale. Je reviens vers vous, Karim Emine, mais petite question sur puisque vous revenez du Liban, sur l'état de préparation ou d'impréparation d'ailleurs d'une armée libanaise qui serait supposée prendre le relais dans un an. C'est d'ailleurs la question d'Isabelle de Saint-Maur-des-Fossés. On pose la même question, Isabelle. Peut-on envisager que l'armée libanaise, dans un délai d'1 an, soit suffisamment renforcée et unifiée pour assurer seule la sécurité du pays ? Là, on est face à une véritable question, à une véritable nébuleuse aussi, parce que là, on parle du désarmement au sud de l'Italie d'ici fin 2025. Déjà, on n'est pas sûr du désarmement du Hezbollah au sud de l'Italie par l'armée libanaise. Donc, qu'en serait-il du reste du territoire libanais, surtout dans la plaine de la Bekaa, où les armes champignonnent et c'est une arme qui est classée comme zone rouge, par exemple, pour les Français. Si vous voyagez au Liban, évitez d'aller à Baalbek ou bien dans la plaine de la Bekaa, parce que c'est une zone qui vit en dehors de l'autorité de l'État. Même la présence de l'armée libanaise est très faible dans cette partie du pays. Donc, d'ici fin 2026, désarmer tout le Liban et avant le retrait de la FINUL, ça me semble plus un vœu pieux, plus du wishful thinking qu'une réalité qui peut être vraiment concrétisée. D'autant plus que là, l'armée évite soi-disant les escarmouches, les frictions, les affrontements avec le Hezbollah. Donc si on évite les affrontements et qu'on opte pour une politique, et ça j'ai beaucoup entendu ce mot au Liban, de containment, contenir les manifestations armées. C'est-à-dire que les armes sont toujours là, mais elles ne font pas... ils ne les utilisent pas, on ne les exhibe pas, on ne les montre pas. Le conflit reste vraiment sous-jacent et ça serait vraiment catastrophique si ces forces de la FINUL se retirent sans que le Liban ne soit complètement désarmé. Donc ce que je comprends, c'est que les soldats français de la FINUL doivent peut-être se préparer à rester un petit peu plus longtemps que fin 2026, Karim Emine. Non, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que la fin de la FINUL a déjà été actée le mois dernier à l'ONU. Ce que la France a réussi à faire, c'est de négocier une année supplémentaire jusqu'à fin 2026. Oui, mais si l'armée libanaise n'est pas prête, qu'est-ce qui va se passer ? Et l'armée libanaise n'est pas prête, il faut le reconnaître. Ce même envoyé américain dont je vous parlais tout à l'heure a fait une autre déclaration disant les soldats de l'armée libanaise ont une paix tellement misérable qu'ils sont contraints de livrer des pizzas les week-ends, ce qui est vrai. On leur a donné une autorisation spéciale pour travailler un peu comme des livreurs Deliveroo 2 jours par semaine. Donc cette armée aujourd'hui n'a pas les moyens de ses ambitions. L'Arabie saoudite a fait un retour politique au Liban, mais il n'y a pas encore eu de retour financier, de soutien réel à l'armée libanaise, parce qu'on est toujours dans cette crainte que le Hezbollah soit renfloué. Il n'est pas exclu que les Iraniens, quand bien même le Hezbollah aurait perdu 80% de ses capacités militaires, ne s'efforcent progressivement de le remettre à flot. Donc fin 2026, il n'y aura plus de FINUL. Monsieur Netanyahou... Oui, c'est ce que l'ONU a décidé il y a un mois. Et M. Netanyahou avait menacé physiquement la FINUL. L'Amérique ne voulait plus en entendre parler, en disant que ça coûte 500-600 millions par an. Sans résultat, c'était exactement, vous avez utilisé le mot notaire, c'est un huissier qui prenait le nombre des infractions. Mais il faudra imaginer un nouveau mécanisme. Ce que les États-Unis et Israël souhaiteraient, ce serait que des soldats, par exemple des Émirats arabes unis, le pays qui avait été le plus loin dans le rapprochement avec Israël, quelques soldats occidentaux puissent prendre le relais. Mais beaucoup d'eau va couler sous les ponts d'ici fin 2026. Si on nous avait demandé il y a un an où en serait le Liban, peu d'entre nous auraient prédit que Hassan Nasrallah serait tué, que le régime syrien allait chuter, etc. Donc au Liban, il faut toujours ne jamais faire de projection à plus de 3 ou 6 mois. Oui, vous vouliez reprendre la parole. Juste une précision, c'est que évidemment que l'armée libanaise n'a pas les moyens. Oui. Elle n'a pas de budget, ils travaillent comme des livreurs de pizza, certains soldats de l'armée libanaise, mais le problème n'est pas tant le budget que la volonté d'affronter le Hezbollah et de désarmer le Hezbollah. Oui. David l'a très bien dit, après la fin de la guerre, l'armée libanaise a désarmé toutes les milices. Et les milices
ont quand même réussi à rendre leurs armes. Aujourd'hui, le problème, c'est vraiment le Hezbollah. C'est eux qui ne veulent pas rendre les armes. Même si l'armée n'en est pas capable, ou bien n'a pas vraiment le budget pour agir, le problème, c'est au niveau du Hezbollah qui s'entête. Je voudrais qu'on termine, il nous reste quelques minutes pour parler de la stratégie israélienne, et notamment, évidemment, celle du Premier ministre Netanyahou. Écoutez un extrait de son discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il affirme que la guerre menée contre le Hezbollah ouvre un chemin vers la paix au Liban. Peace between Israel and Lebanon. La paix entre Israël et le Liban est également possible. J'appelle le gouvernement libanais à entamer également des négociations directes avec Israël. Je le félicite pour son objectif annoncé de désarmer le Hezbollah. Mais nous avons besoin de plus que des mots. Si le Liban prend des mesures véritables et durables pour désarmer le Hezbollah, je suis sûr qu'une paix durable est possible. Bien sûr, d'ici là, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour nous défendre et maintenir les conditions du cessez-le-feu qui a été établi au Liban. Ça veut dire, David Rigoulet-Rose, qu'Israël va continuer de viser des cibles du Hezbollah pendant encore quelques semaines, voire quelques mois. Ah oui, de toute façon. Et puis, il y a le refus d'abandonner les 5 positions au sud. Dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça qui avait été comme des avant-postes, en fait, qui permettent d'avoir une vision à l'intérieur du Liban. Et l'idée d'avoir une zone tampon, éventuellement. Donc, c'est un problème de fond, parce qu'effectivement, pour que le gouvernement libanais puisse, de manière crédible, assurer une forme de souveraineté, il faut qu'il y ait une contrepartie. Pour l'instant, les éléments, les paramètres sont pas établis. C'est ça le problème. Et manifestement, les Américains semblent avoir validé l'idée que les Israéliens conservent leurs 5 points d'appui pour des raisons sécuritaires. Et donc, voilà, donc ça montre à quel point la situation demeure très compliquée. Est-ce que le Hezbollah, c'est peut-être difficile de répondre à la question, je m'en excuse par avance, Karim El-Bitar, mais possède encore des armes qui peuvent frapper en profondeur l'État hébreu? Je n'en suis pas persuadé. Les armes lourdes ont montré qu'elles étaient véritablement devenues désuètes ou inutiles. Et Walid Jumblat a fait passer ce message à plusieurs reprises, le leader druze au Hezbollah. Mais pour le Hezbollah, c'est plus quelque chose de symbolique pour montrer qu'ils ne sont pas complètement nus. Alors cette idée de détente ou de normalisation entre le Liban et Israël est très prématurée. Par contre, ce qui semble avoir avancé, c'est les négociations entre Israël et la Syrie pour revenir à un statu quo ante, une sorte de non-agression. Mais même la Syrie ne pourra pas aller vers une normalisation tant que l'Arabie saoudite n'aura pas pris les devants. Et aujourd'hui, l'Arabie saoudite, très clairement, dit que cette normalisation ne pourra pas aller plus loin compte tenu des carnages quotidiens à Gaza. Et même les Émirats arabes unis, que je le disais, le pays le plus proche d'Israël, a menacé de remettre en question les accords d'Abraham si Netanyahou s'entêtait à vouloir annexer la Cisjordanie. Donc tous ces dossiers sont inextricablement liés. Et comme d'habitude, le Liban est le maillon faible, devra attendre de voir quelle sera la réaction des autres puissances. Il n'en reste pas moins que le Liban doit faire son devoir, essayer de restaurer sa souveraineté, préserver son tissu social et avancer sur les autres dossiers, car à côté du Hezbollah, qui est un État dans un non-État, il y a d'autres États dans des non-États, toutes sortes de mafias, de réseaux financiers, de contrebandiers, de gens qui ont intérêt à ce que les réformes structurelles ne soient pas mises en place parce qu'ils se partagent le grisby, le gâteau. Donc il y a également un énorme chantier de réforme économique qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, on peut noter que le président de la Banque centrale vient d'être libéré. Justement, Riyad Salamé. Voilà, Riyad Salamé. Bon, le président de la Banque centrale libanaise. Oui. L'ancien. Ah, d'accord, qui était emprisonné et qui vient d'être libéré. Justement pour... mais juste, très vite, c'est fini, là. Ah là là, mais il y a une dynamique quand même populaire qui est de plus en plus convaincue par la paix avec Israël que j'ai pu ressentir au Liban. D'accord, merci beaucoup pour ce retour d'expérience et de témoignage. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat. C'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain, évidemment, 18h-22h. D'ici là, publicsénat.fr, les podcasts. Et puis notez, je l'ai annoncé déjà tout à l'heure, que c'est Christian Estrosi, maire de Nice, vice-président du parti Horizon, qui sera l'invité de notre matinale. Belle soirée.